Bonjour chers téléspectateurs, c'est Afro-Info 243. Vous pouvez liker la vidéo, partager et commenter autant que vous voulez et vous pouvez même nous appeler. Suite à une malaise, nous n'allons pas faire un direct, c'est un préenregistrement que vous allez suivre. Voilà, nous pouvons directement réagir avec vous par chat. Vous pouvez nous écrire et commenter la thématique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de voir, pendant la consultation effectivement de Luanda, le pays qui contribue à l'installation de la force régionale à l'est de la RDC ont exigé aux terroristes du M23 de pouvoir se retirer des zones attaquées et de décréter un cessez-le-feu à partir de ce vendredi, chose qui n'a pas plu au porte-parole de ce mouvement, Willy Ngoma. Alors aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'échanger avec les secrétaires exécutifs de la société civile Nord Kivu. Et vous aussi, vous pouvez réagir, vous pouvez commenter la vidéo. Et nous allons intervenir, nous allons interagir avec vous. Voilà, nous sommes avec M. Placide Dilamba. Il est le secrétaire exécutif de la société civile du Nord Kivu. Bonjour. Bonjour, monsieur. Nos téléspectateurs sont vraiment contents de voir que vous êtes disponibilisés pour venir participer à cet entretien. Merci beaucoup. Voilà, avec vous, nous allons essayer un peu d'analyser le fait, déjà présenté un exemple. Alors, nous aimerions savoir quelles sont vos analyses par rapport à cette déclaration. Bon, à notre niveau, c'est dire que la crise sécuritaire, depuis qu'elle existe ici à l'est de la République démocratique du Congo, a connu beaucoup d'interventions, notamment les Nations Unies, elles-mêmes ici en RDC, à travers la MONUSCO. Il s'est ajouté la force dite FIB à cette MONUSCO. Aujourd'hui, c'est la force dite de l'East African Community qui vient de rejoindre aussi la mutualisation des forces à Beni entre l'armée ougandaise et les forces armées de la République démocratique du Congo. Tout cela sont des initiatives pour tenter de rechercher la paix, mais qui peinent à rétablir la paix et la sécurité ici chez nous. Donc la réunion de Luanda rentre dans l'ordinaire des réunions tenues par-ci, par-là au monde, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, pour tenter de trouver la solution à cette crise. Mais à notre niveau, nous restons sceptiques. Nous restons dans un doute. Un doute pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes en face des acteurs qui ne sont pas sincères. Des acteurs qui bruillent par l'hypocrisie, notamment le Rwanda et l'Ouganda, sont des acteurs sur le terrain sur qui on ne peut pas compter, même si donner quel engagement. Vous voyez que quand la question cherche à trouver une solution, le Rwanda adopte un comportement de vouloir se soustraire pour encore commencer d'autres alibis. Et à notre niveau, aujourd'hui, ce qui s'est passé à Luanda risque de connaître encore les mêmes coups de pied qu'a connu toutes les autres démarches qui ont été engagées par la région et même par les Nations Unies. Voilà un peu notre lecture et c'est pourquoi nous, d'ailleurs, nous avions demandé au président de la République de se soustraire, de quitter ces assises-là parce qu'au finish, ça sera un jeu de dupes et ils seront en train de combattre ici, nous en train de croire que c'est de là que viendra notre salut. Donc à notre niveau, je crois que nous devrions conseiller plus les responsables des États, d'où proviendront les unités qui viendront dans le cadre de l'East African Community, à ne plus se fier à cette histoire-là, mais plus s'ils veulent aider le Congo à venir combattre. Parce que si longtemps que le Rwanda ne sera pas défié militairement sur les champs de bataille, l'orgueil continuera. Donc la solution là reste toujours militaire et c'est pourquoi nous disons aux responsables des États qui sont pourvoyeurs de troupes dans le cadre de l'East African Community de pouvoir passer à la vitesse supérieure, la puissance de feu au M23, d'ailleurs pas M23, au RDF qui sont camouflés sous le label du M23. C'est tout ce qui pourrait
amener les Rwandais à revenir sur la table pour maintenant discuter en position de faiblesse. Merci beaucoup, Monsieur Placide Dilamba. Je rappelle bien que vous êtes secrétaire exécutif de la société civile du Nord Kivu. Vous pouvez interagir avec nous en commentant la vidéo et en même temps, vous pouvez liker la vidéo et partager autant que vous voulez. Nous sommes toujours en train de voir, pendant la consultation de Luanda, ces pays ont exigé aux terroristes d'M23 de pouvoir se retirer des zones attaquées et de décréter un cessez-le-feu. Effectivement, si nous essayons un peu de voir par rapport au porte-parole, M. Willy Ngoma, lui, il a invalidé cet accord. Quelle analyse faites-vous? Bon, en fait, c'est le jeu qu'a toujours joué le Rwanda. Vous savez que même, il y avait encore d'autres pourparlers, mais le président du Rwanda avait annoncé sa disponibilité de bien vouloir passer au cessez-le-feu. Mais curieusement, à notre niveau, nous avons constaté les M23 prendre notre langage. Quand il s'agit de... C'est ce que je vous disais, quand il s'agit de la chute où on veut atterrir en douceur, les Rwandais développent d'autres stratégies pour dire aux M23, refusez ce que nous avons accepté là-bas. Vous comprenez? Pour vouloir nous démontrer qu'il y a les M23 et les Rwandais à part. Alors que toutes les réalités sur terrain, sur le théâtre des affrontements, démontrent que c'est le Rwanda qui est en train de combattre. Où est-ce que les M23 pouvaient trouver des combattants qui pouvaient couvrir la zone qu'ils sont en train de couvrir aujourd'hui? Non. Des armes que les Nations Unies ont vantées. Où est-ce qu'ils pouvaient en trouver? Non. Les Nations Unies l'avaient dit tacitement pour dire vous faites face à des États, vous faites face à des armées professionnelles. Vous comprenez? Donc, le Rwanda développe toujours de telles astuces. Nous allons accepter ici, mais vous refusez là-bas. Et c'est pourquoi je vous ai dit, nous sommes en face des hypocrites qui sont en train de distraire les gens, croyant qu'ils ont des revendications claires, mais ils n'ont pas de revendications claires. Ça, je vous dis. Leur finalité, c'est de balkaniser. Et maintenant, comme tout le monde est là, leurs manœuvres n'ont pas assez avancé. Et c'est pourquoi vous voyez qu'ils sont en train de tergiverser. Mais nous, comme je venais de le dire tantôt, c'est de conseiller aux États pourvoyeurs de troupes au sein de l'East African Community à engager leurs troupes sur les champs de bataille pour bouter hors de temps de nuire les Rwandais avec sa milice qu'ils appellent M23 ici. Cela veut dire société civile pense qu'un cessez-le-feu ne serait pas important à cet égard? Ils n'ont jamais respecté de telles histoires. Ouais. C'est depuis quand? C'est depuis qu'ils étaient encore, avant même Bunagana, que les Nations Unies disaient déposer les armes. Ils n'ont pas voulu. C'est aujourd'hui qu'ils viendront accepter, moi je doute. Oui. Je crois qu'à des grands mots, il faut des grands remèdes. Ouais. Et des grands remèdes, c'est les défaire militairement. Lorsqu'ils sauront que non, notre puissance devient plus faible, non, allons sur la table maintenant, acceptons. C'est ça. Voilà, justement, alors les internautes se sont posé la question, alors on s'est dit, quand vous êtes acteur de la société civile, vous serez à même de pouvoir leur donner réponse. Effectivement, Paul Kagame ne s'est pas présenté à Luanda. Alors les internautes se demandent, est-ce que ce n'est pas une façon de bouder la réunion de Luanda? Non, ils savaient déjà qu'il va perdre dans les discussions. Ça, ils le savaient. Et ils sont très malins. Et ils savent que, non, ici, nous n'aurons pas gain de cause. Il esquive. Mais il a été représenté, bien sûr. Je crois que son représentant lui a transmis fidèlement ce qui a été décidé. Et nous, à notre niveau, c'est dire, s'il continuera comme ça, c'est parce qu'il connaît la complicité, il a la complicité de la communauté internationale. Un État qui se balade comme ça et méprise tout le monde, ça veut dire qu'il y a quelqu'un de plus puissant qui le soutienne. Et c'est pourquoi la société civile hier a organisé une marche pour aller dire à la communauté internationale que ce qu'elle est en train de faire avec les Rwandais est en train de tuer les gens pendant plus de 25 ans dans cette zone. Et que donc, nous avons pris des échantillons de représentation des ambassades ici, notamment la Grande-Bretagne qui est l'ami fidèle du Rwanda, qui appuie les Rwandais. Nous avons pris aussi la France, l'ambassade de la France, parce que c'est la France qui est à la base de cette crise ici depuis 1994. Donc, c'était déjà commencé à placer la communauté internationale et tous les amis du Rwanda devant leurs responsabilités. Soit ils donnent leurs moyens au Rwanda pour nous tuer, nous, Congolais, et ça, on ne va pas l'accepter parce qu'il arrivera un moment où ce peuple va se soulever
Et des dégâts qui seront causés seront à la responsabilité de cette communauté internationale dans son ensemble. Parce que cet entêtement qu'ils sont en train de créer dans les chefs des autorités rwandaises risque d'embraser cette région et ils ne seront pas capables de gérer les conséquences. Donc c'est le moment ici d'appeler l'Union européenne, les États-Unis, Nations Unies, l'Union africaine à bien peaufiner des stratégies pour endiguer cette insécurité avant qu'il ne soit trop tard. Alors, est-ce que la diplomatie congolaise n'a pas d'handicap au moins? Qui est actuellement, on peut dire, nos amis à qui on peut se confier? Bon, en fait, là, il ne faut pas se négliger. Le gouvernement actuel, avec les chefs de l'État actuel, ils nous ont permis quand même de comprendre cette crise. Parce qu'auparavant, nous étions dans un flou. On ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Les gens devaient revenir chaque jour avec les armes. Mais le fait pour ce gouvernement de résister, de signer n'importe quoi, ça nous a permis de savoir, ah, voici les porteurs de cette carte. Et là, nous sommes maintenant bien fixés et nous pouvons maintenant mener notre combat à sachant on est en train de combattre quel genre d'individu, quel genre de groupe d'individus. Voilà, si nous essayons en plus de revenir, il y a Monsieur le Président, son Excellence Yoweri Museveni, qui lui aussi ne s'est pas présenté au dialogue. Alors on se pose des questions, les internautes sont en train de se poser des questions. Effectivement, il y a un soutien indéniable de l'Ouganda pour la prise de Bunagana. Alors, quelle analyse faites-vous de son absence? Je vous ai dit, des crimes que nous sommes en train de subir viennent de durer plus de 25 ans et avec plus de 10 millions de morts. Et dans toutes les réunions, dans toutes les assises, il y a une assise qui m'avait convaincu, c'est l'accord cadre d'Addis Abeba. Cet accord a pointé du doigt le Rwanda et l'Ouganda comme instigateurs de la crise ici à l'est de la République démocratique du Congo. Et que donc ils sont les mêmes. Ils peuvent faire semblant de se chamailler, mais ils sont les mêmes, ils savent ce qu'ils sont en train de faire, les Rwandais et l'Ouganda. Et c'est pourquoi nous avions conseillé au président de la République d'y aller mollo, de ne pas offrir le pays entre les mains des agresseurs en allant s'intégrer dans l'East African Community. C'était un conglomérat qui contient nos agresseurs. On est allé se donner aux agresseurs. Et c'est pourquoi nous sommes en train de dire non, il faut quand même s'asseoir et se choisir d'autres alliés stratégiques. Nous nous sommes trompés. Parce que c'est un jeu d'hypocrite, comme je vous ai dit. Tous deux savaient qu'en arrivant là-bas, ils seront contraints. Alors, ils se sont abstenus d'y être. Donc, à notre niveau, c'est encourager ceux-là qui travaillent sur cette crise de comprendre qu'il faut se battre, il faut combattre. Quand ils seront battus militairement, ces gens-là viendront négocier parce que leurs États seront en danger. Lorsque leurs États ne sont pas encore à risque, ils se sentent orgueilleux. Et que donc, tous ceux qui font à ce que ces gens soient orgueilleux, notamment certains États occidentaux, devaient quand même comprendre qu'ils sont en train de tuer indirectement les Congolais et ils en seront responsables jusqu'au bout. Voilà, les internautes toujours se posent la question. Il y a d'autres, on se rappelle la fois dernière, ce sont des jeunes qui portaient l'effigie du président russe Vladimir Poutine en disant que nous pouvons nous tourner vers la Russie. Qu'en dites-vous, qu'en pensez-vous en tant qu'acteur de la société civile? Bon, en fait, c'est parmi les libertés d'opinion. Oui. Oui, chacun a le droit de dire, il faut aller vers la Russie. Nous devons coopérer avec tout le monde parce que nous avons tout. Nous ne devons pas seulement nous agglutiner sur un seul partenaire. Nous devons coopérer avec tout le monde parce que nous avons tout ce que le monde entier recherche se trouve au Congo. L'échantillon de toutes les ressources qu'il y a au monde se trouve ici en République démocratique du Congo. Donc nous ne devons pas coopérer seulement mécaniquement avec un seul partenaire. Nous sommes ouverts, nous devons rester ouverts à tout le monde. Mais il faut que ces partenaires-là soient capables de nous aider. Parce que si on se livrera à un partenaire qui est aussi hypocrite, il bénéficie ici par une autre main, mais il est en train de nous poignarder par une autre, non. Ça ne sera pas bon. Donc c'est pourquoi nous sommes en train de dire, donc le chef de l'État devait encore requalifier sa stratégie de coopération avec les puissances pour nous aider à faire face à la crise. C'est ce qui est plus meilleur. Et que donc la diplomatie congolaise, comme vous l'avez dit, est-ce qu'elle existe, elle n'existe pas? Bon, elle existe à son niveau. Et nous devons dire qu'il faille qu'elle soit encore plus aguerrie et qu'elle soit renforcée pour que nous puissions nous rassurer que non, il y a une diplomatie qui fonctionne. Parce qu'apparemment, nous avons des ambassadeurs en France, partout, mais qui ne nous aident pas
à faire changer la tendance. Vous comprenez? Parce qu'un ambassadeur, c'est comme un militaire au front. Il va vendre l'image d'un État pour que cet État aussi ait de la force à travers les autres États. Mais les nôtres, apparemment, ils sont dans une aventure là-bas en Europe et partout. Ils ne nous aident pas, en tout cas, assez. On ne voit pas les rapports sur terrain. Pourtant, les pays déboursent de l'argent pour faire fonctionner ces ambassades et consorts. Donc, je crois qu'il y a encore à rectifier, à requalifier dans le choix des partenaires stratégiques, mais aussi dans la nomination des ambassadeurs. Il faut encore choisir des personnes qui peuvent être capables de nous aider. Voilà, Monsieur Placide Dilamba, je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif de la société civile Nord Kivu. Vos actions parlent à votre absence. Alors, on aimerait savoir, en termes de conclusion, vous puissiez nous donner des pistes. Qu'est-ce qui peut être fait pour que la paix puisse revenir ici dans la partie est de la RDC? Non. D'abord, il faut un changement de régime au Rwanda et en Ouganda. Des pays longtemps non démocratiques, dont on dirait que ces chefs d'État sont des chefs coutumiers. C'est devenu des royaumes. Et alors, quand les Nations Unies nous pressent, nous, de respecter les normes démocratiques, je crois qu'ils devaient aussi le faire de l'autre côté, au Rwanda et même en Ouganda, pour nous permettre d'être au même pied d'égalité, au même niveau démocratique. Parce que aussi longtemps que ces États-là seront des royaumes, nous serons toujours en difficulté. Parce qu'apparemment, tous sont en train de préparer leurs enfants pour les remplacer. Donc, ce sont des royaumes, du père au fils. Ça doit finir. Je crois que la communauté internationale devait cesser avec cette complaisance-là. Ou des poids, des mesures. En RDC, il faut forcer qu'il y ait changement, mais ailleurs, on laisse. Ça, c'est déjà un mauvais départ. Nous sommes des voisins, nous devons être au même diapason de la compréhension de la gouvernance. Vous comprenez? Si c'est la gouvernance démocratique, qu'elle soit démocratique partout. C'est déjà une anomalie. Là, il faut encore beaucoup travailler. Nous attendons la communauté internationale sur cette piste-là. D'aider, c'est dire, nous devons ici chez nous, en tout cas, poursuivre la réforme de l'armée, de la police et même de l'administration, pour nous rassurer que nous avons des institutions de protection ou de défense qui sont fortes. Et de sorte que si tu oses seulement t'approcher, tu trouves déjà des institutions fortes, tu trouves une armée forte, une police forte. Je crois que ça va nous aider. Il y a aussi la question à faire, c'est de défaire militairement cette rébellion ici. Sur le papier, non, elle va encore ressusciter. Mais s'ils sont défaits militairement, je vous dis, l'orgueil va diminuer. Qu'on ressuscite Mamadou? Bon, il y a d'autres Mamadou qui existent, qui sont en train de germer, mais sur lesquels nous n'avons pas encore jeté un regard. Vous comprenez? Mais je pense que l'État va nous donner raison, l'État va encore nous amener d'autres personnes qui seront aptes à faire face à de tels aléas et nous donner la paix. Donc, si on vous attend très bien, en vous attendant très bien, nous pensons que il faudra quitter les histoires là de démocratie, commencer à raisonner autrement. Bon, en tout cas, on voit que ceux qui n'ont pas respecté la démocratie, ils sont forts. Hein? Oui. Ils ont eu le temps de construire des armées fortes. Vous voyez combien, la Russie, l'autre là, Corée du Nord, oui. Vous voyez les Rwandais, l'Ouganda, oui. Ici dans la région. Oui. Bon, ils deviennent des incontestables. Hein? Alors, je crois que nous devons aussi nous poser mille et une questions. C'est quoi? Quel est le schéma à suivre? Oui. Soit la communauté internationale nous aide à ramener les Rwandais et l'Ouganda à devenir des États réellement démocratiques. Là, nous allons évoluer ensemble. Mais soit nous aussi, on quitte cette démocratie, on consolide un pouvoir un peu rude qui pourra faire face à ces gens-là. Ça aussi, ça pourrait arriver. Mobutu a été plus fort parce qu'il n'a pas respecté les normes démocratiques aussi. Vous comprenez? C'est parmi l'une de ces forces. Mais bon, comme nous sommes démocrates, nous on veut que la démocratie reste, mais plutôt qu'on travaille plus sur l'armée, la police, une réforme vraiment qui va être compatible avec les menaces que nous avons. Nous avons 9 voisins, c'est 9 menaces. Donc, au lieu d'être 9 opportunités, en tout cas, il se présente comme 9 menaces. Et ça, c'est un danger. C'est pourquoi, d'ailleurs, la société civile, hier, a haussé le ton pour dire est-ce que le gouvernement ne pouvait pas faire tout pour construire d'ailleurs un mur entre nous et les Rwandais, un mur de 10 mètres. Parce qu'on voit que les voisins ne nous respectent pas. Mais
Donc tout ça, ce sont des voix qui s'élèvent. Donc à notre niveau, la communauté internationale devait comprendre qu'il y a un problème maintenant là. Et ils doivent quitter leur ambiguïté pour venir les résoudre. Parce que ce sont eux qui l'ont créé. Nous n'avons rien créé ici. Ce sont eux qui ont créé toute cette crise dans cette région. Et ils ne doivent pas nous dire que vous traitez votre problème. Non, c'est leur problème qu'ils ont créé ici. Il y a un internaute qui nous a posé la dernière question. La richesse de la RDC est-elle une opportunité ou le contraire? Bon, oui. C'est une opportunité. Bon, les autres disent c'est une malédiction. C'est condamner aussi Dieu. Oui. C'est être irresponsable devant l'histoire. Donc si Dieu nous a confié cette richesse, c'est parce qu'il a confiance en nous. Oui. Vous comprenez? Nous ne devons pas pleurnicher, mais plus c'est d'assumer nos responsabilités. Tu ne peux pas avoir une belle femme dans une entité et ne pas avoir des mécanismes de la protéger. Oui. Et donc c'est ce qui nous manque. Nous avons des richesses, mais nous avons oublié de les protéger. Oui. Et dans une langue, ici, on dit oui. C'est inutile. Oui. Hein? La richesse qui n'a pas la protection est inutile. Donc elle est déjà dans la main de voleurs. Voilà. Donc nous devons savoir comment protéger notre richesse. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Placide Dilamba. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif de la société civile du Nord Kivu. En tout cas, Afro Info est vraiment content et tous les téléspectateurs qui sont en train de te suivre par un moment sont vraiment égayés par votre façon de défendre la République démocratique du Congo et ses valeurs. Effectivement, je suis Congolais, je dois défendre ma patrie. Oui. Et défendre la patrie n'est pas seulement porter l'arme. Oui. Je peux défendre ma patrie par le stylo, par ma bouche aussi. Et donc, c'est une manière aussi de contribuer à la paix dans ces pays. Et nous pensons que les générations futures en seront reconnaissantes. Merci beaucoup. Merci à tous les téléspectateurs. Vous pouvez nous laisser vos commentaires. Nous allons le répondre. Suite au malaise, on n'a pas pu faire en direct. Vous pouvez partager la vidéo autant que vous voulez. Vous pouvez aussi liker la vidéo. Merci. C'est à moi de vous remercier. Okay.